Si on regarde un petit peu dans les grandes lignes, on pourrait dire que la prise en compte de la santé et sécurité au travail, elle est susceptible de répondre à deux tendances antagonistes. Il y a certains sujets qui concernent la plupart des entreprises, qui sont transverses et qui ont une portée nationale, soit du fait de leur sinistralité, comme les troubles musculo-squelettiques, soit du fait de leur développement, de plus en plus important, comme les risques psychosociaux. Donc, la recherche d'efficience pour les traiter nécessite donc une action nationale, organisée, outillée et concertée, donc par l'État ou par un organisme national tel que la branche accident du travail, maladie professionnelle de l'assurance maladie. À l'opposé, les risques sont de plus en plus personnalisés. Ils concernent des situations qui sont très variables dans l'espace et dans le temps. Ils sont liés aux organisations, qui sont elles-mêmes agiles. On prend en compte des situations complexes comme des polyexpositions, des expositions instantanées. Donc apporter une réponse appropriée à ces risques demande une analyse personnalisée au niveau du salarié et donc sous la responsabilité de l'entreprise. La gestion de la santé et sécurité au travail peut ainsi être écartelée entre une tendance de centralisation étatique et une tendance à une forte individualisation. En termes de formation, une illustration possible de cette situation-là pourrait être qu'il pourrait demander à l'éducation nationale de fournir aux entreprises des salariés en quelque sorte clés en main, déjà formés au risque de leur métier et prêts à être habilités pour intervenir dans les entreprises. Michel, en tant que formateur, un complément ? Alors, parmi les différentes tendances que nous avons étudiées, il y en a certaines qui apparaissent déjà dans la loi du 2 août 2021. Entre autres, un brouillage de la frontière entre santé du travail et santé publique. Alors, par exemple, on voit apparaître, déjà avec les TMS et les RPS, la frontière était assez brouillée. Avec la Covid, on importe quasiment un risque de santé publique dans le domaine de l'entreprise, au chef d'entreprise de gérer tout ça. Dans la nouvelle loi, on voit apparaître une nouvelle fonction de médecin correspondant, c'est-à-dire un médecin généraliste qui prendrait le relais du médecin du travail dans les zones où il n'y a pas assez de médecins du travail, sous certaines conditions. Donc, nouveau public à former, parce que ces médecins généralistes ne sont pas formés à l'analyse de poste, par exemple. Autre élément qui montre un petit peu ce rapprochement, c'est l'accès possible au dossier médical personnalisé par le médecin du travail. C'est une nouveauté, sous certaines conditions, bien sûr. Merci Michel. Donc, on sait tous que la santé et sécurité au travail est une obligation légale de l'employeur. Devant la complexité des situations qu'Amandine nous a décrites, est-ce qu'on risque pas de glisser progressivement d'une obligation de résultat pour l'employeur à une obligation de moyens ? Alors ça, c'est un éternel débat, en effet, l'obligation de résultat ou l'obligation de moyens. Donc, dans les négociations qui ont amené justement à cette nouvelle loi, les débats ont été très forts sur ce point-là. Apparaît même sur certains textes, entre autres le site de la DGT, la notion d'obligation de moyens renforcés. Donc nous, au niveau de l'institution prévention, on s'est toujours basé sur l'obligation de résultat, c'est-à-dire le chef d'entreprise doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la santé et sécurité au travail de son personnel. Donc ne pas se limiter uniquement à respecter certaines règles. Donc sur la formation, ça a un impact très fort. C'est-à-dire que soit on reste sur l'obligation de résultat, auquel cas le chef d'entreprise doit former au mieux les salariés. À la limite, il n'y a pas de limite à la formation, il faut former toujours mieux. Et si on va vers une obligation de moyens, là, on pourrait assister à une formation au juste nécessaire. Donc, en fait, c'est-à-dire le chef d'entreprise se dit, voilà, moi, si je forme mon salarié à ça, ça y est, je suis tranquille, je suis couvert. Et ça t'inspire des réflexions, Pierre ? Oui, je pense que par rapport à ça, on peut évoquer l'influence des nouvelles technologies sur la santé et sécurité au travail. Parce que, comme on l'a évoqué précédemment, les situations de travail analysées sont de plus en plus complexes et du coup, l'analyse des risques est de plus en plus difficile à réaliser a priori. Alors, le développement des nouvelles technologies peut faire émerger des outils qui seraient dédiés à la santé et sécurité au travail. Ça peut provenir par exemple des progrès des capteurs et des technologies de l'information et de la communication qui permettent d'appréhender les situations en temps réel, en captant des informations simultanées. Et en parallèle, les développements de l'intelligence artificielle pourraient apporter une aide à leur analyse, c'est-à-dire en traitant cet ensemble de données.
Donc on peut penser qu'au fur et à mesure que ces technologies vont se développer, elles pourront prendre une part de plus en plus importante dans l'évaluation, l'analyse et le traitement des risques. Alors du coup, la tentation pourrait être grande de décharger l'humain de cette analyse. On pourrait imaginer qu'il serait plus nécessaire de former à la santé et sécurité au travail. Mais en fait, est-ce qu'une machine, aussi performante soit-elle, serait capable de réagir correctement à toutes les situations imprévues ? Comment on peut programmer le traitement de risques nouveaux, de risques inconnus, lier la part de l'humain et l'organisation dans l'établissement de ces risques? Donc, du coup, l'intervention humaine, elle sera toujours inévitable. Et donc, une formation aux bases de la prévention qui permettrait à l'homme de prendre la main dans ces analyses sera toujours nécessaire. On a déjà évoqué, je crois que c'est Madame Thiébaut qui a évoqué la loi Pacte, mais justement, suite à l'adoption de cette loi, on parle beaucoup aujourd'hui de performance globale de l'entreprise. C'est un sujet qui, Pierre, te tient particulièrement à cœur. On parle aussi de responsabilité sociale de l'entreprise. Pierre, tu penses que la santé au travail, on lui accorde toute la place qu'elle mérite dans tout ça ? Oui, en tout cas, ça fait évoluer le regard sur la santé au travail. Les discours qui mettent en avant le lien entre la prévention et la performance d'entreprise sont de plus en plus répandus. Et il y a toujours des nouvelles études qui présentent des retours sur investissement en prévention qui sont positifs. En parallèle, on observe une prise en compte croissante de l'humain dans ce qui fait la valeur d'une entreprise, soit par les notions de capital humain, soit par les démarches telles que la qualité de vie au travail ou les démarches, comme tu l'as évoqué, de responsabilité sociale d'entreprise. Alors tout ça amène à considérer l'homme au travail, la santé au travail, et plus largement, on va dire, les conditions de travail, comme des parties intégrantes de la performance globale des entreprises. Et donc l'homme au travail, la santé au travail deviennent des enjeux majeurs. Ça peut être, par exemple, pour améliorer l'image de l'entreprise, pour attirer des meilleurs talents, ou même pour répondre à des exigences du marché. À ce titre, l'intégration dans les démarches d'amélioration continue des entreprises des valeurs et des bonnes pratiques de la prévention, comme le centrage sur le travail réel, l'approche collective des situations, une démarche coopérative, enfin tout cela peut participer au développement d'une performance globale pérenne. Et donc l'attention portée à la santé de ses salariés et les dynamiques portées par la prévention peuvent ainsi se rejoindre, converger vers les préoccupations qui sont capables de faire la différence entre les entreprises. Michel, on comprend bien que la santé au travail est un enjeu majeur pour l'entreprise de demain, pour sa performance globale, son acceptabilité sociale. Mais concrètement, on fait ça comment ? Alors, pour les grandes entreprises, normalement, elles sont quand même structurées et puis elles ont les compétences qu'il faut pour pouvoir aborder la santé et sécurité au travail. Elles peuvent s'appuyer aussi sur la documentation INRS. Elles ont aussi les moyens d'avoir des consultants qui les soutiennent ou d'autres acteurs externes à l'entreprise. Par contre, alors, la petite entreprise, c'est surtout là où se pose le problème. Que fait le petit chef d'entreprise qui doit finalement tout faire, qui est sur tous les fronts, pour aborder ce sujet qu'il ne maîtrise pas forcément ? Alors là, dans la nouvelle loi, on remet l'accent sur le document unique qui est obligatoire depuis des années, mais qui n'est toujours pas encore, dans certaines entreprises, mis en œuvre. Et donc là, on rappelle cette obligation. On introduit pour les entreprises de moins de 50 salariés aussi l'obligation de citer dans ce document unique des mesures de prévention pour combattre ces risques. Et puis l'obligation d'archiver pendant une quarantaine d'années, au moins 40 ans, les différentes versions du document unique. Alors donc, s'appuyer sur le document unique peut être une bonne introduction. Et puis là, donc, il y a des aides qui sont possibles pour le chef d'entreprise, entre autres les OIRA sur le site de l'INRS, ou alors s'appuyer sur les services de prévention de santé au travail, les anciens SST, qui peuvent aussi aider le chef d'entreprise à élaborer ce document unique. Donc une bonne entrée pour la prévention. Et puis le chef d'entreprise aussi peut profiter de ce nouveau passeport prévention pour, avec l'accord de ses salariés, avoir une meilleure vision des compétences qu'ils disposent en interne dans l'entreprise en termes de prévention. Voilà, donc après, il y a bien sûr toute la documentation INRS, les CARSAT qui sont là pour aider, les acteurs externes. Voilà, donc le chef d'entreprise a quand même une certaine palette pour l'aider. Y compris les plus petites entreprises. Y compris les petites entreprises, voilà, tout à fait. Voilà.
Je pense qu'on a fait un tour assez complet. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, un thème qu'on n'aurait pas identifié? Non? Non, je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions, il n'en vient pas pour l'instant. Mais voilà. bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à vous deux